Bien. Donc, on commence à parler de la naissance de la théorie quantique, si vous voulez. Monsieur, vous pouvez écrire un peu plus gros, s'il vous Oui, plaît? oui, je le fais au fur et à mesure que vous me dites. Alors, ça m'a regardé comment. Oui, ok. Ah, il y a le feu qui parfois bouge un peu. Hein, mais... Bien. Donc, la théorie quantique, en fait, elle est née fondamentalement, bon, enfin, pour expliquer un tas de phénomènes qui n'étaient pas compris du tout à la fin du 19e siècle, et en particulier pour comprendre les aspects fondamentaux de la lumière et en fait de la thermodynamique du rayonnement. Alors, pour comprendre bon, pour comprendre les détails de tout ça, vous aurez besoin d'un bagage. Il y a le feu qui est un peu. Voilà. Et pour comprendre tout ça, vous aurez besoin d'un bagage de connaissances que vous allez acquérir en fait au cours de cette année. Donc, je vais vous donner des idées plutôt que vous montrer des choses très précises. Okay? Donc, ayez patience pour les choses que vous ne saisissez pas trop en ce moment, enfin, pour les détails sur lesquels je survole. Alors, en particulier, le problème qui a déclenché la théorie des quanta, c'est ce qu'on appelle le problème du rayonnement de corps noirs. Et c'est en fait, bon, c'est un nom apparemment compliqué pour une chose tout simple. En fait, tout corps qui est mis à une température T, qui n'est pas zéro, rayonne, en fait. Rayonne de la radiation électromagnétique. Okay. C'est à cause du fait qu'ils ont une température finie, les constituants de ce corps bougent par agitation thermique, et comme les constituants de tout le corps que vous avez autour de vous sont chargés électriquement, ils produisent en fait un champ électromagnétique qui varie dans le temps, et ils rayonnent ce champ électromagnétique. Okay. Donc, l'observation du rayonnement d'un corps à une certaine température T, en particulier des propriétés spectrales, on dit ça c'est le problème en question. Donc on se demande, si j'ai un corps à température T, à quelle fréquence du champ électromagnétique est-ce que je veux récupérer du rayonnement. Okay. Et en particulier, ce qui a été mesuré avec grande précision vers la fin du 19e siècle, c'est cette distribution-là qu'on appelle R de nu et T. C'est l'énergie rayonnée par unité de volume et de fréquence. Alors, donc, nu, c'est la fréquence de radiation. Plus tard, je vais beaucoup utiliser aussi oméga, qui est 2π fois nu, qui est ce que vous pourrez appeler la fréquence angulaire. Okay, 2π fois nu. Ça reste lisible à peu près. Vous me dites, s'il y a n'importe quoi que ce soit, je le réécris et je me corrige. Ok, donc cette R de nullité, du coup, ça vous dit combien d'énergie je récupère de ce corps qui rayonne à température T par unité de fréquence et par unité de volume. Bon, donc cette fonction-là a été mesurée et en fonction de nu. Donc T, c'est un paramètre. T, c'est le paramètre pour les températures associées au corps en question. Et bon, cette fonction, bon, ça varie en changeant T, mais pour un T fixé, ça a une tête à peu près comme ça, avec un pic, une queue. Et donc ce pic, en fait, ça dit un peu quelle est la fréquence caractéristique à laquelle le corps rayonne. Si vous voulez, c'est la couleur à laquelle vous voyez, enfin, si vous êtes dans le noir complet, vous regardez ce corps qui rayonne, bon, c'est la couleur que cet objet vous montre. Donc, si vous regardez dans l'espace, par exemple, où c'est assez obscur,
vous voyez des étoiles. Bon, ça c'est l'exemple typique en fait. Ce que vous voyez, c'est leur radiation de corps noir. Okay? Et donc, vous savez que plus une étoile est chaude, bon, vous savez, sinon je vous le dis, plus une étoile est chaude, plus est haute la fréquence à laquelle elle rayonne. Donc, les étoiles rouges, comme on dit, elles sont plus froides que les étoiles bleues, qui rayonnent dans le bleu, qui a une fréquence plus élevée que le rouge. Bien, donc ce spectre-là, ça a vexé les gens énormément, parce que si vous considérez la théorie de Maxwell, du rayonnement, ensemble avec la mécanique classique pour décrire les constituants élémentaires d'un corps, vous avez en fait ce qu'on appelle la loi des Rayleigh-Jeans, qui dit que R, nu et T, donc ça c'est la loi tirée des lois classiques, donc de la théorie de Newton, si vous voulez, la théorie de Maxwell. Okay? Et ça dit que ce R, ça doit être 8 pi nu carré sur C cube, pas de bêtises, effectivement, fois KBT. Alors KB, c'est la constante de Boltzmann, c'est 1,38 fois 10 puissance moins 23 joules par Kelvin. Bon. Et C, c'est la vitesse de la lumière, donc 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Bon, donc ça c'est la prédiction classique, mais vous voyez que ça prédit un comportement en nu carré. En fait, ça ne décrit que le début de cette courbe expérimentale. Et après, à partir de là, ça dévie complètement. Et en fait, ça serait assez gênant qu'une telle loi soit valable à toute fréquence, parce que si vous vous demandez combien d'énergie vous rayonnez, toute fréquence confondue, il faut que vous intégriez cette courbe. Vous êtes d'accord? Et intégrer une parabole, ça fait une catastrophe. C'est ce que les gens appelaient la catastrophe de l'ultraviolet. C'est-à-dire qu'intégrer cette courbe à des fréquences à haute, ultraviolet, ça donne une catastrophe, effectivement, d'un point de vue physique. Donc la courbe expérimentale, heureusement, ce n'est pas catastrophique. Elle a une intégrale qui est finie. Donc pour la description de cette queue, c'était la croix, le grand problème de la fin du 19e, un des grands problèmes que la mécanique quantique a résolu. Et donc, du coup, c'est qui a résolu ce problème-là? Bon, en fait, ça a été tout d'abord une résolution absolument empirique. Donc, monsieur Max Planck, précisément en 1900, il a dit, bon, tentons avec une loi de Fitt quelque part. Hein. Il a ajusté cette courbe avec une loi. Bon, il a été inspiré par des suggestions venant d'autres physiciens, mais finalement, il a dit, bon, en fait, je vais prendre quelque chose qui à basse fréquence me donne bien le comportement nu carré, mais à haute fréquence, il faut que ça coupe. Ah, pardon, merci. Voilà, ça, oui, et donc, faites quelque chose de ce type-là, H, qui est une constante de Fitt, nu divisé par O puissance H nu sur KBT, voilà, KBT, moins 1, ok? Vous voyez que quand H nu est très petit devant KBT, quand nu tend vers 0, essentiellement, vous développez l'exponentiel, vous mangez le 1, vous restez avec un H nu sur KBT au dénominateur, qui devient un KBT quand ça divise H nu. Okay? Bon, donc ça a la bonne limite. Et cette loi-là a l'avantage de fitter parfaitement les données expérimentales qui étaient mesurées à l'époque. Et après, Max Planck, bon, il a dû... alors, en fait, bon, déjà, oui. Pardon, oui, je vais la réécrire. Ok. Alors, le début, c'est le même. C'est 8 pi nu carré sur c cube. Ok. Après, c'est h nu divisé par e puissance h nu, j'essaierai d'être plus clair, sur kbt moins 1. Est-ce que c'est un peu plus lisible comme ça? Pas trop. Vous êtes moyennement content. Laissez-moi regarder. Je veux avoir la même expérience que vous. Ça peut améliorer. Bien, ok. Bien, je vais être... Alors,
Donc, je vais écrire encore plus grand. Bien. Donc, en fait, après, une fois avoir trouvé la bonne loi de régression de cette courbe, bah, il fallait donner une explication à cette loi. Et l'explication, disons, enfin, l'hypothèse qu'il faut faire pour passer de la courbe prédite classiquement à la courbe prédite par Max Planck, ça fait une hypothèse très, très violente. Bon, déjà, je ne vous ai pas dit, pardon, la H, à quoi ça correspond, désolé. H, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde. Et on parle aussi de H bar, qui est 1,054 fois 10 puissance moins 34 encore. Joules par seconde, c'est simplement H divisé par 2pi. OK? Là, on appelle la constante de Planck. Bien. Donc, vous voyez, c'est une importance parce que maintenant, je l'érige à constante fondamentale de la nature. Donc, ce que Planck avait fait, ce n'était pas innocent. Hein. Il a deviné fort. Mais pour comprendre ce qu'il avait deviné, la seule façon de le faire, c'était de faire une hypothèse très forte, comme je disais, c'est d'imaginer que l'énergie qui est rayonnée par le corps noir, elle est en fait, elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, elle est en fait discrétisée en des paquets d'énergie. Des paquets d'énergie, donc j'ai des paquets d'énergie de H nu, okay, égale à epsilon. Donc H est tel que H fois nu, c'est une énergie, donc je peux aussi réécrire ce paquet d'énergie comme H bar fois oméga, c'est pour ça qu'on a introduit H bar, c'est que si on utilise la fréquence angulaire, on multiplie par H bar, on obtient une énergie. Enfin, l'énergie associée au paquet d'énergie en question. Donc pour Max Planck, à l'époque, il ne croyait pas trop à la vérité physique de son hypothèse. Il était quelqu'un d'assez conservateur, si vous voulez. Mais il a fallu donc quelqu'un de plus jeune que lui, un certain monsieur Einstein, pour pousser cette hypothèse beaucoup plus loin. En 1905, en fait, Einstein dit, bon, là, il faut y croire à fond. J'aime les révolutions, bon, déjà à l'époque. Cette année-là, il a aussi inventé la relativité restreinte, donc il était dans la bonne humeur de révolution. Et du coup, bon, il a dit effectivement, la loi de Planck est complètement incompatible avec l'électromagnétisme classique. Il faut faire des hypothèses beaucoup plus fortes. Il faut vraiment croire que le rayonnement se structure en un quanta de lumière. Donc, il a introduit le concept de quanta de lumière. Alors, un quantum, c'est voilà, une unité, hein, okay, un paquet. Et donc, cette hypothèse-là, ça le conduit vraiment essentiellement à inventer le concept de particules de lumière, quelque part. Donc, imaginez que le rayonnement il est structuré en unités qui ont la même signification qu'une particule de matière. Quand la matière est discrétisée, aussi la lumière l'est. Okay. Et du coup, déjà, ces particules-là ont une spécificité, c'est que oméga, quelque part, elle est, dans le cas du rayonnement électromagnétique, vous savez qu'elle est liée au vecteur d'onde de la radiation. Donc j'ai certaines ondes avec une longueur d'onde lambda. Donc j'ai un vecteur d'onde qui est 2pi sur lambda. Donc j'ai un oméga qui est ck ou 2πc sur lambda. Et du coup, ces particules, ces quantas de lumière qui ont été appelées photons dans la suite, pas par Einstein, mais peu importe, ont une relation entre leur énergie et leur vecteur d'onde qui est epsilon égale à h bar oméga. Donc c'est h bar ck. C'est égal à C fois, P, alors
P égale à H bar K. Si je regarde les dimensions physiques, c'est la dimension physique d'une quantité de mouvement, d'une impulsion. Okay. Ou quantité de... Je parlais souvent d'impulsion, parfois vous n'êtes pas habitué à cette dénomination. Okay. C'est un peu mieux, c'est un peu plus visible, non? C'est moi qui écris mieux? Non? Pas trop? Vous me dites, vous m'interrompez, ne soyez pas timide. Bien, donc cette relation, la relation entre énergie et quantité de mouvement est quelque chose qui est très caractéristique pour des particules. Jusqu'à maintenant, vous avez connu cette relation-là, epsilon égale à p carré sur 2m pour des particules avec masse. Ou écrit un autre mot, 1 demi mv carré pour des particules libres, donc qui ont que de l'énergie cinétique. Vous leur donnez une vitesse ou une quantité de mouvement et vous chopez une énergie de ce type-là. Okay? Donc une relation quadratique, comme on dit, entre énergie et impulsion, c'est ce qu'on appelle une relation de dispersion en physique. C'est du jargon. Bon, du coup, vous voyez que le photon, il n'est pas du tout comme ça, il a une relation de dispersion linéaire entre énergie et quantité de mouvement. Okay? Bon, c'est une caractéristique du photon. Bien. Et donc, Einstein, essentiellement, il postule qu'il faut imaginer la radiation électromagnétique comme un gaz de photons qui sont émis par le corps. Et avec cette hypothèse-là, essentiellement, il arrive, bon, c'est pas seulement pour faire contemplant, qu'en fait, il arrive à expliquer un phénomène qui était inexpliqué à l'époque. C'était une des nombreuses questions ouvertes à la fin du 19e. Et alors, donc, une transition comme ça, ce qu'il arrive à expliquer, c'est l'effet photoélectrique. Alors, l'effet photoélectrique, en fait, c'est à la base de plein de dispositifs, en particulier des dispositifs qu'on va invoquer dans la suite. Notamment, si vous voulez détecter de la lumière à basse intensité, c'est le fait sur lequel se base le détecteur de lumière le plus efficace. L'idée, c'est que vous envoyez de la lumière, que je vais indiquer comme ça, sur un solide, et ce qui se passe, c'est que la lumière est absorbée, il y a des électrons qui sont émis. On appelle les photoélectrons. Donc, du coup, ça permet de convertir un signal lumineux à un signal électrique. Ça, c'est bien, parce qu'un signal électrique, on sait le maîtriser bien, on le chope avec un câble. Après, on analyse dans toutes ses propriétés. Donc, ces phénomènes aussi simples, en fait, bon, vous pouvez imaginer que ça se passe comme suit. Les électrons sont un peu piégés dans une boîte. Vous avez quelque part dans votre solide des barrières de potentiel qui empêchent aux électrons d'échapper. Ça, c'est valable pour un métal en particulier. Il y a des électrons qui sont libres de basculer dans tout le matériel. Et donc, en leur donnant, en leur envoyant de l'énergie par rayonnement électromagnétique, vous permettez à cet électron d'échapper cette barrière. Si vous avez une image classique de ce processus, vous imaginez que pour franchir cette barrière, il faut, vous prenez n'importe quelle radiation. L'important, c'est que cette radiation soit à suffisamment haute intensité, qui ait assez d'énergie par unité de temps qui est envoyée dans le système pour permettre aux électrons de franchir la barrière dans un temps fini. Et donc, bon, vous prenez une radiation quelconque, vous l'envoyez sur votre système et vous poussez avec l'intensité à fond, vous voyez strictement rien si la fréquence n'est pas bien choisie. Ça, c'est la chose qui vexait Lejean. Ce que Lejean avait mesuré avant Einstein, c'était en fait la distribution avec la valeur moyenne de l'énergie avec laquelle les électrons sortaient du matériel. Donc l'énergie cinétique des électrons qui sortent, donc de ces électrons-là, ok. Donc ce qu'il avait mesuré, c'est que cette énergie-là n'est pas du tout linéaire à la puissance que j'envoie de la radiation électromagnétique que j'envoie sur mon système. Elle est linéaire à la fréquence. Okay. En fait, et donc déjà, il faut, donc en fonction de la fréquence de la radiation que je mets,
à intensité fixée, il faut que je franchisse, alors il faut que je franchisse une fréquence minimale, donc c'est quelque chose du type alpha nu moins nu 0, ou si vous voulez alpha nu moins W, c'est bon, alpha nu 0, on l'appelle W, ça s'appelle work function en anglais, bon, c'est important, c'est juste si function. Bon, donc ce comportement-là, absolument inexplicable d'un point de vue de la radiation, de la théorie classique pour la radiation électromagnétique, pour l'interaction avec la matière. Mais du point de vue des paquets, de la radiation comme un gaz de paquets d'énergie, de particules qui portent chacune une énergie h nu, c'est tout à fait compréhensible. Si l'énergie est vendue à un petit paquet, un électron ne peut choper qu'un paquet h nu et pas moins et pas plus. Donc si h nu n'est pas assez, n'est pas plus grand que l'énergie qu'il faut à l'électron pour franchir la barrière, il n'y a pas de sortie. Okay? Donc quelque part, il y a une énergie W ici pour la barrière à franchir. Et donc si l'électron absorbe un photon à la bonne fréquence, il a la bonne énergie pour sortir. Autrement, non. Quel que soit le nombre de photons, donc l'intensité de la lumière que vous envoyez sur votre échantillon. Okay? Donc voici l'explication de l'effet photoélectrique, c'est aussi dans le même papier, 1905. Sachez que Einstein a eu le prix Nobel pour ça, pas pour la relativité. Parce que la relativité était moyennement acceptée à l'époque. Mais ça, bon, c'était une explication des données expérimentales qui étaient déjà disponibles dans la littérature. OK? Bien. Donc, oui. Oui, ça c'est l'énergie cinétique avec laquelle les électrons. Voilà, je vais pas terminer effectivement le raisonnement. Donc, ça c'est l'énergie qui reste un électron une fois qu'il a franchi la barrière, donc, une fois qu'il a absorbé un photon avec une énergie h nu. Avec cette énergie-là, il peut franchir la barrière. À ce moment-là, il lui reste h nu moins W pour la conservation d'énergie à dépenser en énergie cinétique. Et déjà, c'est quoi cet alpha-là, à votre avis? Vous avez une idée? Oui, j'ai bien entendu. Voilà, très bien, exactement. Bah, c'est la constante qui lie la fréquence du photon, maintenant, ou du paquet d'énergie à son énergie même. Okay? Bien. Et bon, dernière note historique que je vais vous donner, en fait, la confirmation ultérieure de l'hypothèse corpusculaire pour la lumière, qui est due finalement à Einstein plus qu'à Planck, a été l'étude de ce qu'on appelle la diffusion Compton. Pardon. Donc ça, c'est beaucoup plus tard, en 1923. C'est M. Compton, Arthur Compton, bon, qui a fait une manip assez remarquable, bon, qui est simple à expliquer en tout cas. Il avait à disposition des photons assez énergétiques, il avait à disposition des photons, des rayons X. En fait, une source des rayons X, c'est des photons à haute fréquence, c'est pas visible. Oui. Ah, pardon, maintenant je n'ai plus besoin de ça, merci. Donc, voilà, il envoie des rayons X sur un échantillon de solide et là, il ne regarde pas la photoémission, il regarde en fait la radiation diffusée. Donc, il envoie ces rayons à un certain angle et regarde à un angle θ de déflexion quel type de radiation il va récolter. Donc, il a un détecteur, en fait, un analyseur de spectre. Donc, il regarde quel est le spectre, quel est le contenu en fréquence de la radiation qui est récupérée à un certain angle. Alors, imaginons que le rayon X qui est envoyé ici ait une certaine longueur d'onde, lambda, une fréquence nu, dans ceci, ok. Donc, si tout se passe comme en physique classique, dans l'image que la physique classique se donne du rayonnement et des atomes, en fait, les atomes sont un peu vus comme de dipôles. Vous avez
un noyau positif et un nuage électrique négatif. Et vous imaginez, bon, quand l'atome n'est pas disturbé, vous avez que le noyau, il reste absolument dans le centre, il n'est pas disturbé, c'est pas un bon mot, bon, dérangé. Le noyau, il est absolument dans le centre du nuage électrique, donc il n'y a pas de dipôle électrique. Mais si vous envoyez une radiation électromagnétique, vous déplacez le nuage électronique par rapport au noyau, donc vous créez un petit moment de dipôle. Donc ici, par exemple, voilà, vous déplacez comme ça le noyau, donc vous créez un dipôle électrique. C'est un dipôle oscillant, parce qu'il est forcé par la radiation et il oscille à la même fréquence que la radiation que vous envoyez. Donc un dipôle oscillant à une certaine fréquence, il émet un rayonnement à la même fréquence. Donc ce que vous attendez de choper ici, c'est pas la radiation que vous avez envoyée, c'est pas dans la même direction, c'est pas la radiation, c'est la radiation qui a été diffusée par le matériel, mais d'un point de vue par le matériau, pardon, ça c'est non, c'est correct. Mais par rapport à sa fréquence, en fait, ça devrait être une partie de la radiation de dipôle que chaque atome émet à cause du forçage que vous lui imposez en envoyant un rayonnement. Et donc, vous attendez le même spectre que le rayonnement, que la radiation que vous envoyez. Comme temps, il mesure quelque chose de différent. Il mesure un spectre, en fait, qui a deux pics. Vous avez un pic bien à lambda, mais aussi un pic à lambda prime, à une longueur d'onde différente. Donc ça, c'est en fonction de lambda, vous pourriez tracer le spectre en fonction de nu aussi bien. Donc pardon, j'ai écrit une bêtise. Lambda prime, c'est plus haut. Ici, pardon. Donc le pic à lambda, en fait, c'est la même fréquence, ce qu'on appelle le pic élastique, et il correspond bien au processus que je viens de décrire. Il y a un autre pic ici, qu'on appelle le pic inélastique, parce que il comporte en fait la perte d'énergie des photons qui sortent dans cette direction. Parce que maintenant, vous avez des photons à une fréquence inférieure et une longueur d'onde supérieure, donc à une fréquence nu prime qui est inférieure à nu, donc une énergie h nu prime, epsilon prime, si vous voulez, qui est inférieure à epsilon égale à h nu. Okay. Donc il y a des photons, enfin, il y a un petit de rayonnement qui sort à une fréquence plus basse, mais ça c'est assez naturel si vous pensez à l'image de Einstein, parce que l'idée des quanta des lumières, ça vous suggère que en fait, il y a une partie des photons qui sont envoyés d'un solide interagit avec les électrons. En fait, c'est avec l'électron le plus externe dans la couche atomique, celui qui est que les rayons X essentiellement voient comme s'il était libre. Parce que les rayons X ont une énergie telle que cet électron-là, son énergie de lien avec l'atome est beaucoup plus faible que l'énergie du photon qui arrive sur l'atome. Peu importe les détails. En tout cas, tout se passe comme si l'électron le plus externe de l'atome interagissait, il était essentiellement un repos, à une énergie très faible par rapport à l'énergie du photon qui arrive. Le photon, d'ailleurs, on l'appelle gamma, comme particule élémentaire. Donc, il arrive un photon gamma avec une énergie epsilon et une quantité de mouvement, une impulsion P vectorielle, qui était h bar k, où k est le vecteur d'onde, okay. Et suite à la collision avec l'électron, comme une particule contre une particule, vous avez que l'électron, lui, il part, okay, et le photon, il part aussi, mais il part avec moins d'énergie cinétique. Non et donc avec un epsilon prime qui, par conservation de l'énergie, sera l'énergie du photon moins l'énergie de l'électron qui a été acquise par l'électron. Et pour calculer cet epsilon prime, il faudrait faire un calcul relativiste, donc pas avec la mécanique classique, avec les règles que vous avez apprises dans les années dernières. Vous avez commencé aujourd'hui, je crois, à apprendre un peu de relativité restreinte, des physiciens. Les autres, il n'y a pas de problème parce qu'on ne va jamais plus parler de relativité restreinte ici. En tout cas, ce qu'on apprend, c'est que lambda prime moins lambda, c'est égal à un certain lambda c fois 1 moins cos θ
θ, donc ça dépend de la différence de l'angle θ auquel je regarde la radiation sortir. Et c'est lambda c, c'est une combinaison de constantes élémentaires de la nature, c'est h sur mc, ça s'appelle la longueur d'onde de Compton. Okay. Et cette observation-là, c'est une preuve ultérieure que l'hypothèse corpusculaire pour la matière, pardon, pour la lumière, désolé, était tout à fait bien posée. Okay. Bon. C'est des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Oui. C'est H sur MC, où M c'est la masse de l'électron, pardon. ME, désolé, je ne l'ai pas dit, merci. Et cette longueur-là, ça vaut 2 points, je donne la valeur précise, c'est 2,4 fois 10 puissance moins 12 mètres, donc c'est une longueur assez petite. Okay. Bien. Oui. Quoi correspond à gamma? C'est juste la dénomination, comme j'ai écrit E- ici pour l'électron, j'écris gamma pour le photon. Donc c'est juste voilà, l'étiquette qu'on donne au photon en tant que particule élémentaire. Bien. On peut faire une pause maintenant, oui? Oui, parce que en fait, très bonne question. Le pic élastique, en fait, il correspond à l'interaction entre le photon et les atomes le plus internes, les électrons les plus internes dans l'atome, qui eux, en fait, ils diffusent pas la lumière comme s'ils étaient des particules libres. Donc c'est pas un processus comme ça. C'est vraiment, enfin, eux, ils restent attachés à l'atome, et donc ils vibrent un peu comme dans l'image du dipôle forcé que j'ai donné au début. Donc, il y a une partie, si vous voulez, il y a une partie classique, entre guillemets, de ce signal, une partie, une partie qu'on comprend aussi bien avec la mécanique quantique qu'avec la mécanique classique, une autre partie que non. Oui. Oui, la fréquence, comme j'ai écrit, elle est inférieure, en fait. Comme lambda est supérieur, donc ça correspond au photon qui sort de cette collision avec une énergie qui est réduite parce qu'il a cédé un peu de son énergie à l'électron qui part. Voilà. Peut-être que je ne vais pas terminer le dessin. Désolé, voilà, l'électron il part donc avec une énergie epsilon en seconde, si vous voulez, et epsilon prime plus epsilon seconde c'est égal à epsilon. Ok, ça c'est simplement ça. Et comme epsilon prime du coup doit être inférieur à epsilon, nu prime le sera aussi. Oui. Non, il a perdu de l'énergie. Il a mis en mouvement c'est un peu comme une boule de billard qui cogne contre une autre boule qui était à repos. Okay. Oui, mais il peut être. Oui, mais il peut être absorbé. Donc, dans l'exemple de l'effet photoélectrique, il est complètement absorbé par l'électron. Dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas, disons, l'électron interagit avec le photon comme enfin, il absorbe une partie de l'énergie du photon, simplement. Et le photon repart. C'est un processus. Donc, du coup, je ne prétends pas que ça c'est pas un traitement qui doit vous convaincre des processus microscopiques. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont cachées sous le tapis. Parce que pour décrire ça de façon précise, je devrais écrire le mécanisme d'interaction entre électrons et photons. Je devrais préciser quels sont les processus possibles et du coup calculer voilà, dans quelles conditions les photons sont complètement absorbés par l'électron, dans quelles conditions il est partiellement diffusé comme ça, enfin, il est plutôt diffusé, donc il répare, mais avec une énergie inférieure. Donc je vous demande d'accepter ces données. À l'époque, il n'y avait pas une théorie aussi complète. En fait, pour comprendre ce processus-là, il faut invoquer la théorie quantique du rayonnement et de la matière relativiste, ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique. C'est une théorie qui a été développée dans son entièreté dans les années 50. Okay, donc,
Donc c'est beaucoup de choses, mais si on rentrait dans les détails ici, ça vous ça ajoute pas tellement par rapport à l'intuition qu'il y avait à l'époque, en fait. C'est là, oui. Ça, si on veut, oui, oui, effectivement. Oui. Ça, on peut voir ça comme ça. Parce que, parce que les électrons les plus internes ne reçoivent pas assez d'énergie avec le photon pour que l'atome soit ionisé. Enfin, donc l'atome est ionisé seulement par rapport aux électrons, à l'électron, aux électrons, ça dépend de l'espèce chimique, plus externe. Okay? Donc les électrons plus internes, ils sont simplement excités par la radiation. Si vous connaissez un peu de physique atomique, ils ont fait des transitions entre niveaux atomiques. On va un peu en parler vers la fin du cours, un peu complète de l'atome d'hydrogène. Et par contre, les électrons les plus externes ont reçu assez d'énergie pour partir. Enfin, ils sont, en fait, dans ce calcul-là, on considère les électrons les plus externes comme libres, comme s'ils n'étaient pas liés du tout à l'atome. Okay? Donc, ils étaient là à repos. Et donc, parce que dans ce cas-là, l'énergie du photon est tellement plus élevée que l'énergie de lien avec le noyau que peut-être considéré comme ça. Alors, je ne prétends pas que ce soit un traitement rigoureux, c'est pour vous donner les idées de base. Okay? Donc, pour voir ça en détail, vous allez devoir patienter si jamais vous y arrivez. Parce que vous choisissez ces cours-là, pas parce que vous y arrivez, vous n'arrivez pas en tant qu'académiquement. Vous allez devoir attendre des cours de M2. Okay? Donc, soyez patient. Mais connaître tous les détails, ça ne vous aide pas nécessairement à comprendre les concepts de base. Ici, on vise plutôt à ça. Question, oui? Bah, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça c'est évidemment. Et après, alors, tu dis, non, en fait, bon, si jamais, bon, ça dépend en fait, si l'électron le plus externe, il peut être vu comme un électron libre, alors du coup, cette règle-là, elle est valable. Donc, si disons, l'atome a assez d'électrons pour que les électrons les plus externes aient une énergie d'ionisation suffisamment basse, donc du coup, ça va. Si j'ai de l'hydrogène, pour le moment, ça ne va pas marcher. Je m'en doute. En fait, je ne connais pas, je ne veux pas trop réfléchir à cet aspect-là, c'est mon question. Peut-être j'arrête l'enregistrement.